Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil avec tous. Nous sommes très heureux en tout cas de vous accompagner pour cette émission spéciale aujourd'hui. Un petit peu spéciale, oui, parce que nous allons revenir sur une date, triste date anniversaire, celle du 8 février, pardon, les événements de Sarriet Sidi Youssef, les massacres bien sûr perpétrés par l'armée coloniale française. Donc nous allons y revenir à travers une page d'histoire. Hassan Arab sera parmi nous pour nous rappeler les circonstances donc, de cet événement et surtout les victimes des deux côtés et surtout le côté tunisien. Nous allons beaucoup y revenir à travers aussi le président de l'association donc Jugurtha pour l'intégration maghrébine. Il sera là pour nous rappeler ces événements et surtout aujourd'hui l'avenir des deux pays, la Tunisie et l'Algérie, et surtout pour bâtir une histoire économique cette fois-ci et bien sûr aller vers un développement économique. C'est donc un devoir de mémoire par le biais donc de cette association. Surtout rappeler ces tristes événements à différentes générations, mais aussi rappeler que c'est une frontière qui nous rassemble pour bien sûr bâtir une économie. Voilà, nous allons y revenir tout à l'heure sur notre plateau avec ces deux invités. Nous parlerons également de changement climatique avec notre invité. Il s'agit donc de Madame Dahlb, qui est la directrice de l'Agence nationale des changements climatiques, les enjeux des changements climatiques à travers le monde et surtout quelle politique adopte l'Algérie pour ces changements climatiques. Nous allons évoquer plusieurs points à travers donc sa présence sur notre plateau. Vous allez voir qu'aujourd'hui c'est très important de parler donc de changement climatique pour l'avenir du pays et surtout dans le monde entier. Nous allons aussi recevoir Siham Knouch dans sa rubrique. Aujourd'hui, elle nous présentera un conte qu'elle aura à développer tout à l'heure avec nous. En tout cas, c'est très intéressant. Je vais pas divulguer, en tout cas, je vais laisser tout à l'heure Siham en parler en détail. Et puis on aura aussi la page sport avec notre ami Sid Ahmed Bouraïb. Il reviendra éventuellement sur la Coupe d'Afrique et bien sûr la victoire du Sénégal. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez apprécier en tout cas notre débat, nos débats avec nos invités. Et puis je vais tout de suite laisser la parole à Amel Haribi pour la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, elle est là parmi nous. Bonjour Amel. Bonjour Amel, Comment bon ça retour. va? Merci. Alors, il va faire beau. Malheureusement, oui. Oui, on va beaucoup parler de changement climatique ce matin Ouais, dans notre émission avec notre invité. On va parler justement des prévisionnistes. On va parler des métiers justement qui nous apprennent à voir le ciel, à comprendre le ciel. Et c'est des métiers aujourd'hui qui sont pas très fréquents dans notre pays. Exactement. Oui. Prévisionniste, aussi C'est pas météorologue. une tâche facile non plus. Hein, Voilà, prévisionniste, météorologue, etc. Ouais. C'est des formations qu'il faut avoir et surtout pouvoir aussi expliquer les phénomènes donc, climatiques. Naturel, oui. Tout à fait. Alors, vous allez nous parler du temps, on va parler de sécheresse aussi. Hein. Malheureusement, oui. Les pluies se font désirer, malheureusement. On dit que la semaine prochaine, en principe. D'ici le 12, on verra bien. D'accord. On Inch'Allah. attend. On vous laisse en attendant présenter la météo, Amel. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura de la brume en ce début de matinée sur les vallées, également près des côtes. Puis le ciel restera dégagé tout au long de la journée à l'ouest et au centre. Et à noter des vents assez forts près des côtes ouest et centre pouvant atteindre les 50 km/h. Par contre à l'est, eh bien on aura des passages nuageux. La moitié sud, le ciel restera souvent voilé, à localement nuageux. Vers le sud-ouest, le Sahara central et le Sahara oriental. Partout ailleurs, eh bien, le soleil brillera de tous ses feux. Le thermomètre indiquera cet après-midi 16 degrés du côté d'Al-Bayad et Annaba, 15 Tizi Ouzou, également Constantine, 17 Alger, Djelfa, 18 Oran, également Tiaret, 20 degrés à Tlemcen, au sud 21 degrés Béchar, Biskra, 20 degrés à Gardaya, 27 Tindouf, Insalah, 23 à Tamanrasset, 25 à Janet et enfin le maximum cette fois-ci à Borj Bedi Mourtaring Zem avec 31 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt agitée sur les côtes ouest, centre et est, avec des vents qui vont souffler entre 10 et 20 km/h sur les côtes est et les vents seront variables, 20 à 40 km/h sur les côtes centre et les vents seront de secteur est à nord-est et 30 à 50 km/h et les vents seront également est à nord-est sur les côtes ouest. On va faire un petit voyage cette fois-ci vers la partie sud de l'Afrique où on aura des pluies saisonnières du côté d'Abidjan, Lusaka,
partiellement voilé vers Addis Abeba, Antananarivo, Windhoek, le Cap. Par contre, le mercure affichera 27 degrés du côté de Nairobi, 23 à Addis Abeba, 28 à Windhoek, 29 degrés à Antananarivo, 32 à Abidjan et le maximum cette fois-ci à Abuja, Bangui avec 38 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, vous savez tout sur les nouvelles du ciel aujourd'hui. Le soleil est là, et bien là. Il va falloir bien sûr faire avec. En attendant les pluies, en tout cas, ML est là. Et bien sûr, Mina Habed et Friel Chir aussi sont là pour nous donner toutes les nouvelles du ciel ici à Canal Algérie. Merci beaucoup. C'est moi. Bonne journée. Bonne journée également. Et puis à midi et 19h pour d'autres bulletins météo. Inch'Allah. On va vous laisser repartir avec une belle chanson. Un grand monsieur qui nous a quittés malheureusement, Atman Bali, qui, qui a chanté très bien la chanson saharienne, qui a fait connaître aussi cette chanson même au-delà des frontières. Eh bien, je vous laisse apprécier ces rythmes et cette belle voix de Atman Bali. Allah yarhamou. On se retrouve juste après. سمان لصوت الصغر اسمتي دكان نسل لو سامط الجا سمان نهراني يقلان علي جانت جانت وريا دكان السم السم ورشاتي لان علي جانت وريا دكان المسنين هيراني يقلان يطلعوا دين وهين جدي وتيان المسنين هيراني يقلان يطلعوا دين وهين جدي وتيان جانت وريا الدكان ما يسم السم ورسيتي لأنه جانت وريا الدكان ما يسم السم ورسيتي لأنه تليت وهين جدي هيلان قدو تامتاكن نزلان ولا تليت وهين جدي هيلان قدو تامتاكن نزلان جانت وريا الدكان ما يسم السم ورسيتي لان جانت وريا الدكان ما يسم السم ورسيتي السهاد ترمان اللوجان راسين ورين الجامدان السهاد ترمان
سمعتي مسلاني عصف الليل وربي غدران Voilà, un artiste de la région de Janet qu'on a eu plaisir à rencontrer, à inviter et surtout qui était donc pour beaucoup pour le premier festival de l'IMZAD à Janet. Et puis il a eu l'occasion de faire connaître cette musique. Eh bien, on va parler aussi d'histoire, de patrimoine avec Siham. Comme chaque mardi matin et lundi matin, elle nous fait vivre des bons moments à travers donc le conte ou à travers les mythes et savoir, n'est-ce pas? Oui. Siham est là. Bonjour Siham. Bonjour Amel. Comment ça va? Bah ouais, ça va. Ouais. Ça J'ai va, pas voulu ça va, divulguer ça va. la thématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez nous emmener dans un conte. Je préfère le laisser. Bah merci. Vous me l'avez laissé. Je vous l'ai laissé. Pourquoi pas? Parce que si je dis, je vais tout dire, ça y est. D'accord. Bon, en fait, il y a beaucoup d'expressions, vous savez, chez nous. Qu'on entend comme ça, qu'on utilise souvent. Est-ce que, la question expose, ces expressions sont utilisées au bon moment? Oui. Est-ce qu'elles sont adaptées à certaines situations ou pas? Oui. Mais est-ce que ces expressions ont vu le jour comme ça, du jour au lendemain, Oui. ou est-ce qu'il y a une histoire qui se cache derrière? Voilà. Donc, dans les 90% des cas, Il y a une histoire. il y a qui se une cache histoire. derrière. Il y a une histoire, il y a un conte qui se cache derrière. Le conte que je vais raconter, c'est un conte qui est de chez nous, mais en fait, l'expression a vu plusieurs contes derrière. C'est-à-dire qu'on la raconte de cette manière, dans d'autres régions, on la raconte d'une autre manière. L'expression d'aujourd'hui est Aïcha Rajel. Tout le monde connaît. Qui est cette Aïcha Rajel? Voilà, qui Et est... est-ce que c'est aussi péjoratif que Voilà, cela? c'est vrai. On dit d'une femme, Aïcha Rajel, ça veut dire qui agit comme un homme, qui se défend comme un homme, qui a cette capacité d'être plus forte qu'une femme en fait. D'accord, donc là, c'est pas péjoratif du tout. Non. Vous voyez très bien. Voilà. Donc vous êtes d'accord. Au jour d'aujourd'hui, c'est utile. C'est utile d'être Aïcha Rajel, n'est-ce pas? Voilà. Mais quelle est l'histoire? Il y a deux histoires bien différentes. Une qu'on retrouve à l'est algérien ainsi qu'en Tunisie, et une autre qu'on retrouve justement à l'ouest algérien. Alors, on va commencer avec celle de l'ouest algérien. En fait, à l'ouest algérien, on ne parle pas de Aïcha Rajel, mais on parle de Aïcha Qidr ou Aïcha Qadra. D'accord. D'accord. Alors, c'est une femme, une très très belle fille qui a été gâtée par son papa. C'était la petite dernière, Mazouzia, etc. Et qui avait son caractère bien à elle. Donc, elle ne se laissait pas piétiner. Elle n'aimait pas cela. Et puis, un jour, bon, c'était des nomades. Hein, ils voyageaient d'un endroit à un autre. Et ils se sont installés près de Nama. Et dans cette région, il y avait une tribu qui était plutôt sédentaire. Et El Qaïd, donc le chef de tribu, a vu cette jeune fille qui était ravissante, belle, etc. Et il l'a fait marier à son fils. D'accord. Alors, le père de Aïcha était content, c'était une belle affaire. Aïcha a pris ses fracs et ses bijoux, etc. Elle s'est mise sur son 31 وراحت لدار راجلها. هي عايشة لاباس بها راجلها يحبها هي تحبو عايشين في الأمان والله هكا يحكي. Oui. Ça me dépasse, je suis contente de la râle. Et voilà qu'un jour, il y a eu une fête chez une voisine, n'a pas été invitée. Alors elle s'est sentie un petit peu rejetée. Elle est partie, donc elle leur a fait entendre ce qu'elle pensait et elle a donné un coup de pied à cette jarre où il y avait d'hen, où il y avait donc du beurre. Et elle est partie. Donc, les femmes se sont plaintes à leur mari et les maris sont partis se plaindre chez le Qaïd en leur disant que votre bru, entre guillemets, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait. Elle a cassé la jarre du semaine, donc du beurre, etc. Et le chef de tribu était obligé de raconter ça à son fils. Et son fils qui se l'a joué à l'arme comme ça, hop, et voilà que j'attrape ma femme par les cheveux devant tout le monde et que je lui donne une raclée. Alors, Aïcha ne l'a pas supporté. Elle va quitter la tente de son époux, ce qui est un véritable affront. Et Ouais. c'est une honte déjà pour le mari. Sa femme a quitté sa maison. Donc, il fallait la rattraper et la tuer. Bon, il n'y avait pas une autre solution. Alors, il est parti en courant derrière elle. Elle trouve un arbre, elle sursaute, elle monte tout en haut et elle attend. Quand il arrive, donc il était sur son cheval, elle saute sur le mari, elle le met par terre, elle prend le fusil et elle lui demande de s'échanger leurs vêtements. Donc elle prend ses vêtements à lui et elle l'oblige à porter sa gondora, donc sa jubba à elle. Et elle monte
sur le cheval et elle le force à marcher en tenant la liesse du cheval pour la ramener vers la tribu. Et s'il n'acceptait pas, bah, il y aura affaire à son père, qui n'était pas gentil du tout. D'accord. Et voilà, les gens de la tribu voyaient venir Vraiment. le mari sur le cheval et Aïcha qui marchait. Alors on voyait que Aïcha avançait, mais à fur et à mesure que Ils ont reconnu. Aïcha avançait, ils ont vu que Aïcha était Habillé en homme. un homme. Non, l'habit de Un Aïcha était... C'était le mari qui le portait. Bah oui. Donc, celle qu'on pensait être Aïcha, en fait, c'était le mari. Donc, au fur et à mesure que le couple avançait, les gens regardaient, et puis regardaient, et puis regardaient. Après, ils ont dit, yeah, Aïcha Rajl. Eh oui. Donc, en fait, Aïcha est un homme, ce Voilà, n'est pas Aïcha, c'est ouais, ça. Aïcha. Donc, la ils ont fellasse. bien regardé. Une fois que le couple est approché, ils ont remarqué que Aïcha montait le cheval. Ah oui, exact. Et de là est née l'expression Aïcha Aïcha Rajl. Rajl. Et ça n'a absolument rien à voir avec autre chose. Certains ont voulu faire habiller certaines dynasties qui est passée par le Maghreb en disant que non, parce que non, il n'y a absolument rien. Donc c'était 18e siècle, fin 18e, début 19e, c'est une histoire. Donc qui est Existait. connue, donc qui citait dans l'Oranie, donc je disais dans la région de Ouais. Hamal, Bayad, mais aussi à l'est algérien ainsi qu'en Tunisie. Alors, en Tunisie, c'est Abdelaziz Laroui qui a raconté une célèbre histoire. C'est un conteur C'est célèbre le plus tunisien. célèbre conteur tunisien. Très bien. Oui, passé à la radio et à l'Est algérien, on captait très très bien Abdelaziz Laroui et qui commençait toujours par Yahki ala. C'était amusant, voilà. Voilà. Quand on baigne dans une atmosphère, on ne peut pas l'oublier. Exact. Bon, alors, il y avait Aïcha Rajl d'une autre manière. C'était Aïcha qui a défié son mari parce qu'il voulait la répudier et elle l'a défié de passer la nuit dans une morgue ou dans une maison où on mettait des morts. Et lui, bon, c'était un jeu pour lui en fait. Hein. Il a appelé des amis, alors le ou voilà, pour elle c'était des morts. Elle ne savait Oui, pas oui, que oui. c'était en Oui, fait oui. un jeu. Et elle a passé la nuit complètement avec Ces soi-disant morts. ses soi-disant morts. Et puis à l'aube, il y avait quelqu'un qui avait une araignée sur le nez. Alors, elle commençait à éternuer. Et Elle n'a pas eu peur, hein, non, elle n'a pas eu peur. finalement. Mais finalement, elle lui a crié dessus. Et du coup, elle a dit, ah oui, Aïcha Rajl. Et voilà. Donc, ce n'est pas du tout péjoratif. Non. Ce sont des contes de chez nous, des contes qu'on raconte et qu'on re-raconte. Et c'est bien aussi de connaître la véritable expression. Parce que, en fait, c'est bien de dire que Flana et Aïcha. Finalement, là, vous dites que le courage est plus chez l'homme. Hein. C'est pour ça qu'on dit elle est plus courageuse, donc Rajl. Exactement. C'est ça? Non, parce que vous savez... Aujourd'hui, ça a changé. Hein, Non, mais... vraiment. Ah oui, mais bon, je vais vous dire quelque chose, Amel. Oui. Quand on revient à la terminologie, quand on revient à l'expression Rajl, d'accord? Dans les anciens dictionnaires, dans les anciens écrits arabes, Oui. à Lisan al-Arab par exemple, le mot Rajl, c'est tout ce qui marche sur deux pieds. Donc il peut être mâle et il peut être femelle. D'accord? Rajl, c'est-à-dire celui qui marche sur deux pieds. Rijl ou Rijl. Donc Rajl. C'est comme il marche homme sur avec deux un pieds. grand H. C'est Bah, pareil. Voilà, je préfère. Quand c'est un homme avec un grand H, c'est-à-dire c'est un homme Moro'a, d'accord? Mais c'est-à-dire en arabe, on parle de Moro'a, on parle de Shahama. D'accord? Ali Rajla. Hna adna Rajla. Et c'est donc Rajl, Derguez, oui, d'accord, mais il faut qu'il y ait un grand H. J'aimerais c'est bien vrai. savoir le fin mot de l'histoire, hein, après, avec Aïcha et son mari. Hein, dans En la fait, tribu, Aïcha- après, comment Ah ça bah, s'est Aïcha, terminé, hein. Ça s'est très bien terminé. Elle a eu sa place. Elle s'est fait C'était une respecter dame- Oui. après C'était ça. Oui. Et D'accord. c'était une dame qui était bien présente, qui racontait des choses et qui a toujours été invitée par les autres, respectée par les autres. J'habite pas là, ça, mon Son vieux. pauvre mari, Mais alors, par contre, ah bah, son l'humiliation pauvre mari, totale. ben non, parce que vous savez, en fait, ils sont tous quelque part, ils cachent tous quelque part une femme qui leur crie dessus derrière la tag et derrière les tentes et tout. Ils veulent pas le dire, mais là, bah, il a assumé. Ah, la râle. Ah, d'accord, la râle. Eh ben, c'était comme ça, et c'était comme
comme ça et c'est tout. Et Aïcha Rajul est née. C'est-à-dire qu'une expression, nous vivons maintenant C'est-à-dire avec une que expression. finalement, on a toujours connu des personnes qui se sont fait passer pour des hommes, qui Oui, ont vécu. Écoutez, quand Oui. on prend la littérature française, Georges Sand s'est fait passer pour des hommes pour publier ses écrits. Parce que c'était, nous sommes au 16e, 17e C'était très siècle, difficile. c'était non, c'était une honte qu'une femme écrive, que ce soit écrivain. Donc elle s'est cachée sous un pseudo qui est Isabelle Georges Eberhardt Sand, aussi, hein. n'est-ce pas? Oui, elle s'est déguisée, beaucoup. D'ailleurs, on voit ses portraits en chèche et tout. Ce n'est pas facile d'approcher certaines zawiyas. Donc ça. je pense que oui, il y avait cette audace. Et vous, ne vous inquiétez pas, les hommes aiment bien cette audace chez la femme. Ils les aiment bien. Et Bon, c'est comme ça qu'on ils raconte disent, ensuite une histoire et une légende finalement apparaît. Et par la suite, Tout à une fait. expression Et- reste et traverse des générations. Exactement. Donc la plupart de nos maximes, de nos adages, de nos expressions ont une signification, ont une histoire. Par exemple, أعطيني بنت كوزي لي مخدة وشكارة والبحر. Et par Tout exemple, ça, c'est oui. Khalota Jalota. Ouais. Et tout ça, ce sont des expressions qui ont vu le jour après une histoire, après une un histoire. conte. Et c'est pour ça que compter, c'est très, très, très important. D'accord. Très, très important. En tout cas, merci pour cette belle histoire et surtout racontée si bien par Siham, avec humour, bien entendu, Merci. et surtout apprendre aussi l'expression, d'où vient l'expression, c'est très important. Et savoir l'utiliser. plus Savoir tard. l'utiliser, tout à fait, plus tard, bien entendu. Alors, beaucoup d'expressions comme ça qui reviennent et on ne sait pas donc finalement vraiment leur Tout à origine. fait, hein. exactement. Merci pour cette Mais je expression. vous en prie, c'est moi. Voilà. Son équivalent en français, par exemple. ما مكاش ما مكاش. Ah non, non, حب non. وتعب. Moi je pense pas. تانا خير. تانا خير. فيهم الريحة. Voilà, merci beaucoup Siham. Je vous en prie. Excellente journée à vous. Et Puis en Aïcha, attendant merci. de vous retrouver dès lundi prochain pour une histoire, une légende. Non, non, c'est plutôt dans les Mythes. rituels. Rituel. Très Rituels, bien. dans les rituels et les mythes. Voilà. Voilà, merci, bonne journée à vous. Merci à vous. Et puis on va beaucoup parler de Tunisie dans un tout petit moment, bien sûr, avec cette date historique aussi et tristement célèbre des massacres de Sarkiet Sidi Youssef. Tout de suite, on se retrouve avec notre prochain invité. Voilà, comme je vous l'ai dit en sommaire, nous allons ouvrir une page d'histoire. On va la commencer déjà avec cette association qui nous vient de Tunisie. Son président est parmi nous, Monsieur Issaad Mourdad. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous, marhaba bik. Merci. Voilà, vous êtes donc le président de l'association Jugurtha pour l'intégration maghrébine. Vous êtes là pour nous évoquer ces 12 ans donc d'activité au sein de cette association qui parle justement un devoir de mémoire surtout pour cette histoire commune entre l'Algérie et la Tunisie. Sarkiet Sidi Youssef, ces massacres de Sarkiet Sidi Youssef, c'est très important d'y revenir. C'est ce que vous avez fait tout au long de cette intégration dans l'association. Exactement. Oui, c'est une association. Bonjour.
Je vous remercie pour m'avoir invité. C'est un sujet d'actualité. C'est énorme. C'est bien que de parler de ces relations algéro-tunisiennes. Et cette amitié algéro-tunisienne que j'espère est en train d'évoluer et en train de se raffermir. Je le souhaite. En 2008, j'ai créé, c'est moi-même qui ai créé cette association. Maintenant, c'est un centre de recherche sur l'intégration maghrébine. Partant de la frontière de 1000 km qui sépare l'Algérie et la Tunisie. Voilà. Vous faites partie du comité scientifique d'ailleurs, hein. Il y a un comité scientifique au sein de cette association. Non, moi j'étais membre du conseil scientifique d'une université française. Ah, d'accord. Et c'est là où à l'université Lyon 3 en France, j'ai eu cette idée de faire rapprocher tout d'abord la diaspora du sud de la Méditerranée, des pays du sud, Algérie, Tunisie, Maroc, pourquoi pas. Mais après, en 2011, comme je suis natif je suis né au pied de la table du Jugurtha, qui est un symbole d'unité aussi, à 25 km de Saqet-Sidious. Je suis de cette région-là, de mère algérienne. Et donc, je me suis trouvé dans un fief, dans un milieu qui appelle à cette unité. Et là, je fais avec beaucoup de plaisir. Un appel à l'unité, un appel aussi au rappel historique, hein, surtout à la mémoire aussi des martyrs qui sont tombés ce jour-là, ce 8. Donc ce 8 février, ça a été donc dur pour les familles et surtout ça a été une injustice aussi, hein, pour le peuple tunisien. Oui, c'est une bande entre l'Algérie et la Tunisie, pleine de symboles historiques et certainement au cœur de Saqet-Sidious, qui est un village. Moi, je suis spécialiste du développement territorial et c'est pour ça que je sais un peu, si vous voulez, valoriser ces lieux qui parlent toujours et qui crient toujours. Je dis toujours que les martyrs qui sont là sous terre nous appellent toujours, disant que tenez, continuez le combat. Achevez ce que nous avons, ce pourquoi nous sommes morts. Nous sommes morts pas seulement pour évincer le colonisateur et le pousser au-delà de notre pays, de notre région. C'est aussi pour que l'on puisse se développer, vivre bien et marquer l'histoire, marquer notre temps. Pourquoi pas? Parce que nous avons une civilisation qui a marqué, qui a été au diapason pendant 7 siècles. Certes que nous déclinons aujourd'hui, mais les germes sont toujours là d'une relance et d'un éveil. On va parler justement de cette relance économique dans un moment. On parle surtout de ce côté historique, avec bien sûr les bases arrières algériennes qui étaient abritées par la Tunisie qui a énormément aidé aussi durant la guerre. Donc vous étiez là avant, bien sûr, pour parler de ça, et vous avez fait justement, chaque année, vous faites des cérémonies pour rappeler l'importance donc de cette journée à la jeune génération. Oui, tout d'abord, pour cet événement-là, du 8 février à Saqet-Sidious, je suis l'organisateur principal, si vous voulez, côté société civile, de cet événement depuis 2011. Oui. Nous l'avons organisé chaque année, sauf 2013. Il y a eu un attentat politique en Tunisie, le 6 février, le jour avant, et qui nous a empêché donc de l'organiser. Le comité de la délégation algérienne s'est présenté à la frontière, mais il n'y avait personne pour l'accueillir. C'était une situation un peu exceptionnelle, on va dire. Mais depuis, chaque année, de plus en plus, il y a donc des personnes qui travaillent sur cette mémoire, qui travaillent surtout sur le développement économique, comme vous allez le faire dans un moment, et surtout rappeler à la jeune génération l'importance de marquer cette date historique. Tout d'abord, cette date, il y a beaucoup de morale à tirer de cet événement. Parce que c'est un événement qui était douloureux, certainement, pour les deux pays, puisque le sang a coulé. Seulement, il a été bénéfique politiquement et pour les deux pays, pas seulement pour l'Algérie, mais aussi pour la Tunisie. On va venir. On rappelle rapidement cet événement, parce qu'on va le voir d'un côté. Qu'est-ce qu'il y a eu la France qui a colonisé l'Algérie depuis 1830. Mais avec le lancement de la révolution algérienne le 1er novembre 1954, elle s'est trouvée obligée un peu de lâcher.
les autres pays, si vous voulez. Il fallait, oui, pour pouvoir avoir dont la Tunisie. la mainmise Donc, sur... voilà, indépendance interne en 55, indépendance tout court en 56. Seulement, elle est restée à Bizerte. Et c'est ça, c'est un peu comme Marcel Kébir. Elle est restée, pour l'Algérie, elle est restée à Bizerte avec une base militaire terrible, aérienne et tout cela. Et donc, la Tunisie était mal à l'aise. Et elle pensait qu'en 56, avec l'indépendance, la France allait quitter tous les territoires tunisiens. Et Seulement, la France pensait... elle s'est cramponnée, elle est restée. Tout à fait. Et la France pensait qu'elle pouvait avoir tous les pouvoirs sur la Tunisie et pouvoir la gérer aussi, malgré que c'était un pays indépendant. Alors, restez avec nous. On va voir justement les célébrations donc, de cette journée du 8 février, comme chaque année. Donc, Smaïl Belkadi revient sur cette date historique à travers les célébrations. Donc, comme chaque année, du côté donc, de Sariyat Sidi Youssef, regardez, c'est un sujet signé Smaïl Belkadi. Sariyat Sidi Youssef, petit village tunisien frontalier, est sorti de l'anonymat un certain 8 février 1958 aux environs de 11 h du matin. C'est ce moment précis, choisi par l'armée coloniale française pour bombarder un jour de souk hebdomadaire des civils innocents, faisant un peu plus de 80 morts, dont une douzaine d'enfants qui se trouvaient en classe et un peu plus de 150 blessés. Sous prétexte que cet endroit était une base de repli de l'armée de libération nationale, la France coloniale montra ce jour-là son visage le plus hideux, faisant un massacre parmi la population innocente. Les prétextes fallacieux du colon tombèrent un à un sous le regard des instances internationales qui envoyèrent des émissaires dont le constat accablait encore plus la France colonialiste. Ce malheureux événement historique, symbole douloureux de l'union des deux peuples algériens et tunisiens pour résister à la barbarie française, allait renforcer la voix de l'Algérie à l'échelle mondiale, qui prêtera une oreille attentive à la cause algérienne. Les images filmées le jour du massacre de Sariyat Sidi Youssef montrèrent, si besoin est, l'horreur causée par 25 avions de guerre, dont 11 bombardiers, des chasseurs Mistral et des corsaires, qui métraillaient en rase-motte des civils sans défense. Ni l'école du village, ni même les camions de la Croix-Rouge n'échapperont à cette cruauté inhumaine de l'armée française, dont les arguments farfelus ne convaincront plus personne. Bien au contraire, ils ne feront que renforcer l'internationalisation de la cause algérienne et sa soif d'indépendance. 64 ans après, Sariyat Sidi Youssef, célébré conjointement chaque année par l'Algérie et la Tunisie, est devenu l'incontournable rendez-vous pour consolider les liens des deux peuples, symbolisant ainsi la fraternité sincère entre ces deux nations pour un devoir de mémoire. Là, un devoir de mémoire qui est très important, c'est vrai aujourd'hui pour la relance économique aussi des deux pays, avec bien entendu une assise très importante, basée sur l'histoire, basée sur le rappel bien entendu et le souvenir. Alors pour nous parler donc de souvenir et surtout de cette journée exceptionnelle et surtout un massacre qui a en tout cas endeuillé beaucoup de familles, nous allons revenir sur cette journée à travers l'histoire, à travers aussi l'intervention de notre ami Hassan Arabe. Bonjour Hassan. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Très bien. Alors, date historique, rappel historique et fait historique. On a pu le voir à travers ce reportage qu'a résumé pour nous Smaïl Belkadi, où on voyait donc ce massacre et surtout des innocents. Hein. C'était un jour de marché, c'était un jour où il y avait beaucoup de monde et surtout une école. Exactement, parce que l'événement fut d'autant plus grave qu'il était prémédité. C'est-à-dire on a oublié de dire que c'est un événement prémédité par l'armée française. Il s'inscrit dans un contexte bien précis, celui des luttes entre le pouvoir à Alger, c'est-à-dire celui des militaires et appuyés par les extrémistes de l'Algérie française, et celui des institutions d'une 4e République vieillissante, avec toutes ses contradictions, avec un président de conseil, Félix Gaillard, qui était très très faible, donc à la tête d'un exécutif. Donc c'est dans ce contexte que les militaires ont fait passer une motion au niveau de l'Assemblée française, celle du droit à la poursuite, c'est-à-dire poursuivre les Algériens au-delà des frontières algéro-tunisiennes. Donc certains historiens disent que cette
attaque, cette attaque a été planifiée évidemment par les militaires. C'était voulu parce que le FLN était bien sûr aux frontières en Tunisie, était hébergé en Tunisie. Bien sûr, il y avait eu des exactions aussi. Donc l'armée du FLN avait aussi tué et capturé des militaires. Non, à l'époque, le ministre résident parlait d'une guerre des frontières qu'il fallait à tout prix gagner. Parce que c'était la période de la guerre des frontières. C'était un retranchement aussi. C'était un retranchement, il y avait des régiments, il y avait beaucoup de réfugiés algériens donc, pendant cette période au-delà sur le territoire tunisien, mais aussi il y avait une sorte de base arrière du Front de Libération Nationale, de l'ALN, au niveau de cette plaine du Kef, et plus précisément à Sariyat Sidi Youssef, dans une mine, une ancienne mine de plomb d'ailleurs qui a été attaquée le 8 février 1958. Mais pour revenir maintenant donc à ces contradictions, à ces contradictions entre les militaires qui ont voulu prendre le pouvoir, parce que lorsqu'ils ont planifié l'attaque, ils n'ont pas informé le président du Conseil. Il n'a pas été informé. Celui qui a été informé, par contre, c'était le ministre de la guerre à l'époque, Chaban Dalmas. Et pour justifier l'attaque, le 11 janvier 1958, il y a eu cette fameuse embuscade de l'ALN qui ont attaqué donc un convoi de l'armée française et c'était une cinglante défaite pour les militaires. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé donc de poursuivre ces unités de l'ALN au-delà des frontières. Donc il y avait un militaire très très important qui va donc préparer les plans les plus diaboliques, donc justement en 1958, à savoir Chal. C'est le général Chal qui avait donné l'ordre donc de procéder à cette attaque. Donc ils ont mobilisé vraiment une armada, 25 bombardiers. Donc il y avait 11 bombardiers, 6 corsaires et 8 Mistral. Donc, tout à fait. Et M. Issaad a vécu, donc il a vécu cette attaque, il le raconte d'ailleurs, vous le dites, dans ma famille, c'était très présent. Voilà, vous le racontiez entre vous. Moi, je suis né en 56, donc j'étais tout jeune, à la limite. Je me rappelle un peu avoir entendu le bruit des avions et des attaques du côté de Jorf de Tebessa, puisque je suis né à la table du Gurta en face. J'étais tout jeune et je me rappelais un peu ça, cette situation. Et en plus, j'ai mon oncle, le frère de ma mère, qui était enrôlé dans l'armée algérienne, qui était un officier et qui venait souvent chez nous prendre un mulet ou une vache. Enfin, l'école a été bombardée, la Croix-Rouge a été touchée aussi. Oui, si on doit tirer une morale de cela, effectivement, c'était une fameuse attaque, on parle de cela, mais comment c'est arrivé en fait? C'est qu'il y avait, face à face, il y avait deux volontés. Une volonté d'un peuple qui veut absolument s'émanciper de cette colonisation et reprendre ses terres et ses droits et vivre dignement sur ces terres. Et en face de lui, un agresseur têtu, bête, qui a continué à croire qu'il était dans ses droits lui aussi et qu'il avait surtout la force d'imposer toujours les militaires français et l'esprit colonial n'a pas beaucoup changé. Depuis 1830, il réglait toutes ces difficultés par la force. Et il a continué, alors il n'a pas compris que les choses avaient changé. Et que maintenant, c'est ce peuple que vous avez pu réduire du tiers pendant 40 ans, la première période de la colonisation, a appris. Il a évolué. Certes, sous la souffrance et sous la domination coloniale, seulement il a appris.
Et là, il ne va pas vous laisser continuer, d'autant plus que le monde bouge, que la situation internationale était vraiment en mouvement. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu donc les deux lignes de Charles et Maurice qui ont mis carrément des barrières à la frontière de 2500 km en double voie, bien entendu, c'était énorme. Mais en face de ça, c'était une prouesse technologique à l'époque. Parce que c'était il fallait surveiller, bien fait. Non, le mur qui était électrifié avec des bombes, et avait tout. La France avait tout son génie, avait mis tout son génie technique, si vous voulez, pour que cette barrière soit hermétique, infranchissable. Alors que les Algériens, vous avez vu, vous, un humain porter un âne sur son dos pour l'empêcher de faire péter, si vous voulez, le passage. Parce que un être humain, c'est parce que pourquoi? Parce qu'il a une volonté de faire pour changer les choses, pour reprendre son pays. C'est encore une fois un autre acte qui est... L'idée, c'est là. C'est que la France n'a pas... le mur, il était franchi, coupé par différents moyens. Alors, ils ont installé une caserne. Et c'est la volonté algérienne qui a fait que cette caserne, au lieu qu'elle soit une base de lancement de la France française vers la frontière, ils les ont empêchés de quitter les lieux et de rester confinés et emprisonnés dans leur base. Et pire, voilà. Et non, je finis. Oui. Les militaires, enfin, la révolution algérienne, l'armée algérienne, a été à l'intérieur pour reprendre 5 individus, 2 étaient morts sur place et 3 ramenés de l'autre côté de la frontière au Kef. Et c'était là, la France, c'était le summum de la défaite, si vous voulez, et ils étaient hors d'eux et ils ont donc décidé d'attaquer au-delà de la frontière, bien que c'était pas... Alors qu'ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit d'agresser un pays souverain. Tout à fait. On va voir ensemble des témoignages recueillis pour nous. Naïma Loualiche, regardez, on se retrouve juste après. Il y a 64 ans, presque jour pour jour, l'armée française bombardait un 8 février 1958 le village tunisien de Sakyat Sidi Youssef, frontalier à l'Ahdada, près de Soukaras. Les bombardements avaient fait voler en éclats des maisons, une école pour enfants et même le siège de la Croix-Rouge, à tel point que le bilan fut lourd, très lourd. 200 morts et blessés, dont de nombreux enfants. À cette époque, Seytayeb, 83 ans, se trouvait sur le front dans la région. Les raisons principales des bombardements de Sakyat Sidi Youssef sont essentiellement liées à la plainte déposée par les citoyens contre les militaires français qui régulièrement les agressaient et les spoliaient de leurs terres. La plainte a par la suite atterri sur le bureau des chefs ALN de la 9e Katiba. Celle-ci a délégué 3 sections qui vont s'installer à Djebel al-Wasta pour 1 ou 2 semaines. Tous les matins, à l'aube, un groupe ou 2 était chargé de faire le guet au niveau de toute la zone frontalière. Il y a eu par la suite un terrible accrochage entre l'une des sections et les militaires français, qui s'est soldé d'ailleurs par la mort de 15 soldats et la capture de 4 autres. Du coup, la France s'est violemment vengée en bombardant le village entier de Sakyat Sidi Youssef. De son côté, Cheikh Houssine, 81 ans, était ce jour-là au cœur de l'action, puisque résident et résistant dans le village de Sakyat Sidi Youssef. Les bombardements de Sakyat Sidi Youssef ont eu lieu un samedi alors que je me trouvais sur les bancs de l'école. C'était jour du marché hebdomadaire, il y a eu donc beaucoup de monde ce jour-là. Notre maison se trouvait là-bas, juste à côté de la mosquée. Des avions de reconnaissance passaient au-dessus de nos têtes tandis que nous quittions l'école et ces mêmes avions se mettaient alors à bombarder sans arrêt. Nous courions alors dans tous les sens et je crois savoir que la cible était un gisement qui se trouvait à 1 kilomètre du village car les militaires français pensaient que les moudjahidines étaient terrés là-bas. Les avions qui bombardaient avaient semé le chaos, c'était une véritable boucherie. La destruction du village tunisien par l'armée française va attirer plus que jamais l'attention
La Tunisie, alors indépendante, portera la question aux Nations Unies, tandis que la France présentera les pièces d'une légitime défense l'autorisant à pillonner un village entier qui abritait une base du FLN. Mais les pièces présentées par la France furent irrecevables, d'autant que la Tunisie fut un territoire libéré et donc interdit d'y porter la guerre. Sakyat Sidiou a réveillé le processus révolutionnaire de façon définitive. Sakyat Sidi Youssef a favorisé l'éclatement du mouvement révolutionnaire qui a pris la ligne de conduite définitive. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les sanglants événements de Sakyat Sidi Youssef furent sans doute au cœur des débats internationaux pour l'indépendance. Voilà, c'est vrai, effectivement, comme l'a dit les témoins, comme l'a dit aussi la journaliste, cette cause algérienne et surtout la crise algérienne a été portée très haut au niveau international après cette histoire. Oui, donc le conflit qui a été entre la France et l'Algérie franco-algérien va prendre une toute autre dimension, puisque nous assistons donc à l'arrivée sur la scène internationale donc des Américains et des Anglais qui vont s'intéresser autrement au problème algérien, parce qu'ils ont proposé une médiation entre Bourguiba et les Français, mais le problème, il fallait comprendre l'origine du problème. Et le président Bourguiba avait joué un rôle aussi très important. On a oublié de dire, cette attaque, c'est vrai que l'armée française voulait punir, entre guillemets, représailles, oui. C'est une sorte de représailles contre les journaux de l'ALN stationnés en Tunisie, mais c'était un avertissement, c'était une manière d'avertir les autorités tunisiennes. Donc c'est de l'intimidation, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire c'est une manière de faire des pressions sur Bourguiba à l'époque. Mais le retour, c'est-à-dire les répercussions étaient inattendues de la partie française. D'ailleurs, juste après, il va y avoir une crise gouvernementale qui va finir par emporter toute la quatrième Le président Bourguiba ne s'est pas laissé faire, n'a pas accepté cette agression sur son peuple et sur aussi le peuple algérien. Parce que juste après, il va y avoir ce qu'on appelle l'une des plus grandes batailles sur les frontières, c'est les Algériens de l'Est connaissent bien cette bataille parce que on l'appelle la mère des batailles. La bataille de Soukhanas, c'était fin avril, début, c'était allé sur 5 jours, fin avril, début mai 1958, où les unités de l'ALN avaient engagé l'une des plus grandes batailles. Plus de 1000 hommes ont été engagés sur le front à l'époque. Malheureusement, il y avait beaucoup de pertes du côté de l'ALN, mais ça reste quand même la bataille de Soukhanas, la mère de toutes les batailles. Donc sur le plan international, c'est vrai que c'était en faveur de la cause algérienne, du moment que les principaux alliés donc, de la France coloniale avaient commencé à regarder autrement ce conflit. Ils ont compris un petit peu les agissements donc, des militaires à leur tête. À l'époque, c'était le militaire le plus gradé. On a cité Joho, général Elie, etc. Mais c'était Salon. Qui gérait un petit peu tout cela. Et aujourd'hui, c'est très important de revenir sur cette page d'histoire à travers les associations, à travers aussi le devoir de mémoire des historiens, des personnes qui rappellent les faits historiques. Mais aussi aujourd'hui, cette frontière qui nous rapproche de plus en plus aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de rappeler l'enjeu aussi économique de ces deux pays, cette fraternité qui peut aujourd'hui engendrer de nouveaux contextes économiques sur le plan donc stratégique aussi. La frontière. La fameuse frontière. Tout à fait. C'est ce que vous faites. D'ailleurs, vous vous battez pour cela aujourd'hui. Exactement. Moi, j'ai focalisé un peu mon action sur cette frontière de 1000 km. Et c'est pratiquement devenu notre cheval de bataille. Cheval de bataille, cœur de métier, c'est de développer cette frontière. Et d'ailleurs, notre slogan, notre devise est la frontière, facteur de développement. Là, on voit que la frontière n'était pas si dangereuse que cela pour la révolution algérienne. Au contraire,
la frontière a participé de la libération de l'Algérie. La frontière. Donc, nous voulons aussi aujourd'hui que la frontière soit créatrice de richesse et qu'elle ne quitte un peu cette image négative, trop négative, de dangereux, de lointain, de terrible, de rêve et tout ça. Et c'est pour ça que pour cela, les bonnes paroles ne suffisent pas, il fallait des mécanismes. Et des volontés politiques aussi pour concrétiser certains projets des deux parties des frontières. Il faut absolument une volonté politique, des volontés politiques fortes, continues, et aussi il faut ajouter à cela des méthodes scientifiquement justes pour asseoir des projets sur le terrain et pour si vous voulez, vaincre les difficultés de toutes parts, législatives, administratives, économiques, politiques, enfin sociales. Et ça, c'est notre, si vous voulez, notre objet. Nous voulons, et nous cherchons depuis pratiquement 2011 en Tunisie, avec des diagnostics territoriaux, avec des rencontres bien étudiés de responsables, des spécialistes tunisiens et algériens, soit côté algérien, soit surtout côté tunisien au siège du gouvernorat de la ville du Kef. Et nous réunissons, parce que faire des études du développement d'un espace, d'un territoire, il fallait avoir toute l'information. Il fallait collecter toute l'information. Alors, pour les wilayas frontaliers, il faut absolument aller au-delà pour chercher l'information pour que l'étude soit juste et soit fiable. Et chaque année, vous faites donc des cérémonies, vous rappelez, vous invitez donc des personnalités. Cette année, par exemple, c'est une belle cérémonie où vous allez inviter le gouverneur donc, de la région de Kef et de la ville de Kef, et avec aussi des acteurs aussi importants de chaque côté. Et par exemple, avec la télévision cette année, la télévision nationale tunisienne, télévision aussi algérienne, qui sera présente pour cette cérémonie. C'était... non, on devait le faire avec vous, avec la télévision nationale algérienne. Seulement, il n'y a pas eu les autorisations nécessaires et à temps pour tout le monde pour que l'équipe tunisienne arrive à Sougaras et Al-Hadad. Et donc il y a eu un petit avec Mais en tout cas, vous avez toujours... Nous avons dans l'équipe qui devait venir, il y avait 2 qui étaient déjà Covid à la dernière minute. Covid en Tunisie. Donc la réunion n'a pas été, elle est reportée certainement, nous sommes en train de la préparer parce que pourquoi est-ce qu'on prépare ça? On a voulu jumeler cela et le rapprocher de cet événement, de l'événement du 8 février. Seulement, le 8 février est resté malgré tout un événement mémoriel qui n'a pas pu permettre qu'on l'exploite autrement. Et il faut, parce qu'il est hautement symbolique, il y a des responsables qui arrivent, qui se réunissent, mais je pense qu'elle nous échappe finalement. C'est pour ça que d'habitude, on organise toujours le 7 mai un colloque économique surtout, juste avant. Seulement on est toujours dominé par ce côté-là formel et qui nous empêche d'aller vraiment en profondeur dans l'étude et de pouvoir inviter des spécialistes. En tout cas, c'est des pas que vous faites chaque année. Nous avons fait ça tous les ans, pas seulement pour Sakhiyat Youssef. Non, nous avons la manifestation maghrébine que nous organisons à Tunis, à l'Hôtel Africa, tous les ans, avec l'aide du gouvernement tunisien. Et nous invitons, une fois, je voyais, j'avais 23 docteurs algériens qui étaient invités, qui étaient des spécialistes pour parler un peu de cela. Nous avons actuellement un programme très important. Pas seulement un programme, nous avons des contenus aujourd'hui de conférences, d'études. Peut-être que la prochaine fois, vous allez inviter Hassan Arab pour vos débats. Absolument, vous êtes invité, monsieur, Inch'Allah. Alors, on fait ça et on essaye justement d'inviter aussi les responsables, parce que ce sont eux qui signent ces accords, ce sont eux qui finalement décident. Nous ne sommes là que pour étudier, pour... joindre justement ces rencontres. Exactement, et j'appelle d'ici les responsables, leur disant que essayons de copier ces moujahidines qui ont donné leur sang
pour que nous soyons aujourd'hui ici en train de parler paisiblement de notre histoire. Il faut qu'on en parle de notre développement et j'espère que les pouvoirs publics aillent aujourd'hui vers plus de... avec une ténacité et sentant le danger qui nous entoure toujours de terrorisme et surtout l'enjeu, bien sûr, de ces frontières. Sur la frontière. Il faut absolument qu'elle change vers une prospérité nécessaire et un minimum de certitude est classé l'avant-dernier sous Daïra, si vous voulez, en Tunisie, sur le plan du développement. Très bien. J'espère que vous reviendrez en parler en détail. On ne va pas s'arrêter sur cette date historique uniquement. On va plutôt parler cette fois-ci donc de cet enjeu économique. Merci beaucoup, Juste monsieur. Nous allons lancer une agence de co-développement algéro-tunisien. Très bien. Vous reviendrez peut-être en parler en détail. Merci beaucoup, monsieur Issaïd Moukdad. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Jugurta pour l'intégration maghrébine. Merci d'être venu pour ce devoir de mémoire et surtout cette belle initiative donc, de relance économique entre les deux frontières et les deux pays. Pardon. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Hassan Arab. Comme à chaque fois, c'est toujours un plaisir de vous recevoir et de parler d'histoire. On se retrouvera pour une prochaine date, Inch'Allah. Bien sûr. Voilà. Bonne journée. Merci. Voilà, on prendra la photo après, merci. On continue, on vous invite tout de suite à suivre ce spot Covid. On se retrouve juste après. Les spots Covid, et oui, c'est toujours important de faire donc la prévention, continuez à vous protéger, faites attention, le Omicron est très contagieux, donc faites attention aussi à vos proches, évitez donc d'être négligent en tout cas avec les gestes barrières. Eh bien, on va parler de changement climatique, je vous l'ai annoncé en début d'émission, c'est un enjeu aujourd'hui politique à travers le monde et c'est très important de comprendre aujourd'hui les enjeux et surtout ce qu'est le changement climatique. Eh bien, il y a une agence qui a été créée en Algérie depuis déjà quelques années, donc 2005. Pour nous en parler, nous avons sa directrice. Il s'agit de Madame Dahleb Faiza. Bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour et je vous remercie pour l'invitation. On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes la directrice de l'Agence nationale de changement climatique. Vous êtes aussi la directrice centrale au niveau du ministère de l'Environnement, chargée de la gestion donc, de cette agence. Et vous avez énormément de travail à gérer, surtout au sein donc, de cette agence, parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu, comme je l'ai dit, politique. Donc, les décideurs sont obligatoirement soumis donc, de suivre les directives et surtout travailler avec des instances internationales. Oui, voilà. Donc voilà, vous savez que l'Algérie a un lent parcours dans la négociation sur le climat. Nous avons ratifié cette convention internationale en 93, en avril 93, et là en 2021, nous avons ratifié l'accord de Paris. Oui. Donc l'accord de Paris, il y a des engagements pour tous les pays. Oui. L'Algérie s'est engagée dans le cadre de cet accord, donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent donc, dans ce dérèglement climatique. Donc elle s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7% sur son fonds propre. Elle s'est également engagée à augmenter cette ambition de 7% à 22% au cas où elle bénéficierait donc de financements internationaux, on va en parler tout à l'heure, et
de transfert de technologie. Voilà. Nous sommes un pays émergent. Nous ne sommes pas les premiers pays pollueurs comme les grandes puissances. Aujourd'hui, vous nous l'avez dit à cette dernière COP26, l'Amérique est revenue au devant de la scène après le départ de Donald Trump. Et donc avec cela, ce sont donc les pays les plus pollueurs et qui n'ont pas finalement ratifié cette convention. Quelque chose de très important, cette convention et cet accord international donc est basé sur un principe qui est très important, celui de la responsabilité commune mais différenciée des pays. Alors, nous avons aujourd'hui des grands pays qui ont construit leur civilisation aux dépens de ces pays en développement. Donc, aujourd'hui, ces pays doivent répondre à leur responsabilité historique par rapport à ces émissions. Je vais vous dire, l'Algérie n'est responsable que de 0,39% de ces émissions à l'échelle mondiale. Donc, est-ce que c'est minime? C'est très minime. Et donc, aujourd'hui, des pays comme les nôtres, nous sommes organisés dans des groupes de négociation. Le groupe africain négocie les questions africaines. Vous avez un autre groupe qu'on appelle le groupe des G77 plus Chine. C'est un groupe de négociation qui regroupe les pays en développement qui défendent leurs intérêts. Et donc, nous avons eu en 2009 et en 2011 à présider ces groupes. C'est ça. Donc, l'Algérie est leader en matière de défense donc des intérêts des pays africains et des pays en développement. Aujourd'hui, nous sommes en train de réclamer à ces pays qui sont responsables historiquement de ces émissions des indemnisations. Nous avons eu des catastrophes et donc qui ont engendré des morts, des décès. Aujourd'hui, l'Afrique souffre de maladies, de nouvelles maladies que peut-être nous ne savons même pas encore diagnostiquer. De sécheresse. Tout à fait. Et ça coûte énormément au trésor public. Tout à fait. Des pays. Nous avons justement des experts internationaux qui travaillent avec bien sûr chaque pays pour essayer donc de trouver des solutions, pour essayer aussi d'observer la situation, les changements climatiques, le réchauffement climatique. Aujourd'hui, il y a eu donc beaucoup de débats autour donc de des changements climatiques. On a eu des climato-sceptiques qui ont porté atteinte en fait à cette course vers la rectification des choses. Aujourd'hui, dans le domaine donc de protection de l'environnement, de cette recherche en matière donc, de changement climatique. Il y a donc beaucoup de choses à faire qui continuent. On l'a vu, quand il y a eu le Covid, quand il y a eu cette pandémie mondiale, les choses ont aussi évolué positivement. On a eu des experts qui ont dit que cette couche d'ozone s'était refermée en quelque sorte. Eh ben, c'est ce qui a démontré la responsabilité des activités humaines. Qui sont en cause dans ces questions climatiques. Et donc là, moi je vais vous dire, c'est des conférences aujourd'hui qui mobilisent des chefs d'État, des ministres, qui se déplacent. Il y a une prise de conscience. Vous n'avez aucun discours aujourd'hui qui n'évoque pas la question des changements climatiques dans son fond. Et donc aujourd'hui, c'est des questions économiques. Très importante. Et la délégation algérienne, au même titre que les autres délégations, sont accompagnées dans ces questions, dans les conférences des partis, par des diplomates. C'est des questions aujourd'hui politiques, c'est des enjeux politiques et financiers que les chefs d'État viennent qui mobilisent des chefs d'État qui viennent défendre donc leurs intérêts. Aujourd'hui, ça fait partie d'un programme. Quand on parle de changement climatique, ça fait partie d'un programme politique. Quand on parle d'élections, etc., c'est en devant de la scène. Oui, un député qui n'a pas un député européen qui n'a pas un programme dédié à la protection de l'environnement et les questions du climat. Aujourd'hui,
n'a aucune chance de faire passer. Aujourd'hui, la société civile se mobilise pour justement ces changements climatiques. On l'a vu chaque fois qu'il y a un événement international autour du climat, comme par exemple la COP26, il y a eu donc des jeunes qui se sont mobilisés. Il y a donc la Suédoise, la petite jeune Suédoise qui fait entendre sa voix malgré tout, malgré son jeune âge, malgré son inexpérience peut-être dans le domaine peut-être environnemental. Et pourtant, elle arrive à bouger certaines choses. Oui, aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus vivre, ne veulent plus se nourrir d'une nourriture à base de produits chimiques. Vous savez, il y a des pays où rien ne pousse aujourd'hui sans utiliser d'engrais, d'amendements. Et je ne vous dis pas les répercussions sur la santé sur l'économie, sur beaucoup de choses. Donc, il y a aujourd'hui une prise de conscience de la société civile qui est en train d'exercer une pression sur, vous savez, dans de telles conférences, il y a un segment de haut niveau à l'ouverture de cette conférence où sont présents donc les chefs d'État. Et bien sûr, c'est pour ça que vous avez une forte présence de la société civile qui est là pour exercer cette pression sur les décideurs. Aujourd'hui, les choses sont ce qu'elles sont. Il y a une machine économique qui est mise en place. Il y a un appât du gain. Donc, c'est très important de pouvoir faire changer les mentalités politiques, on va dire. C'est très, très important. Aujourd'hui, quand on parle, par exemple, d'agriculture intensive dans certains pays qui résistent, et pourtant, ce sont donc les plus pollueurs, finalement. Oui, oui. Et donc, aujourd'hui, par rapport à ces questions, justement, d'agriculture durable, etc., nous devons adapter pas uniquement notre économie, mais nos institutions financières. Aujourd'hui, vous avez, je vous cite un exemple, il y a des banques qui sont des agences d'exécution de fonds internationaux. Donc, aujourd'hui, nous devons adapter nos banques pour capter ces financements qui sont dédiés à la défense des questions climatiques. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays qui est situé dans une région qui est très vulnérable au changement climatique. Ça a été dit donc dans le rapport des experts qui travaillent sous l'égide des Nations Unies. Vous savez, à l'ouverture de la COP, il y a lecture de ce rapport qui est produit par des experts du monde entier qui travaillent sous l'égide de la Convention et qui dressent un peu l'état des impacts dus au climat. Donc, la région méditerranéenne est classée comme étant une région vulnérable, spot, c'est-à-dire très vulnérable au changement climatique. Donc, nous allons vivre des feux de forêt qui sont dus à l'élévation des températures, des inondations, on l'a vécu. Le trésor public donc dépense énormément. Les inondations représentent pour notre pays 70% du budget qui est alloué donc, aux post-intervention, donc par rapport à l'intervention quand il y a ce genre de catastrophe. En même temps, travailler sur la gestion des risques majeurs, qui est un enjeu aussi très important au niveau des collectivités locales. Travailler dans ce sens-là, essayer de former aussi des gens pour pouvoir comprendre les phénomènes de changement climatique et pouvoir les prendre en charge avant, bien sûr, l'événement. Là, je vais dire quelques mots très importants. L'Algérie a sa stratégie climat, a sa politique climat, que le ministère de l'Environnement a élaboré en 2018 et qu'a présenté au Conseil du gouvernement en 2019. Donc, c'est le plan national climat qui a été validé par le Conseil, qui a été adopté par le Conseil de gouvernement en 2019. Donc là-dedans, à l'intérieur, vous avez tous les efforts donc des ministères concernés par la question, de la diminution des émissions de gaz à effet de serre et par les questions d'adaptation. Donc, à l'intérieur de ce plan, donc cette stratégie de lutte contre les changements climatiques, vous avez 76 projets qui sont dédiés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui nous ont été donc présentés
proposés par les secteurs concernés, comme celui de l'énergie, les collectivités locales, par la généralisation de l'éclairage LED, au niveau de l'éclairage public, l'électrification des écoles renouvelables. Tout ça, c'est de vastes programmes qui nécessitent aujourd'hui la formation de ces départements ministériels pour qu'on puisse demain calculer la quantité des émissions évitées grâce à ces efforts de notre gouvernement pour qu'on puisse dire, voilà, nous ne sommes pas un pays émetteur. La position politique envers l'environnement est claire. Oui, donc là, demain, on pourra, donc, lors de ces négociations, défendre la position algérienne et dire, malgré que nous ne sommes pas un pays qui a participé historiquement à ces émissions, regardez nos efforts par rapport aux émissions de gaz à effet de serre que nous sommes en train d'éviter grâce à notre politique de défense climatique. En parlant de formation, on avait parlé aussi donc de ces donc de ces personnes qui travaillent dans la météo, des personnes donc dans la prévision. Tout ceci aujourd'hui, on a un manque dans ce domaine-là. Oui, là nous devons aujourd'hui adapter nos programmes au niveau des secteurs de la recherche, de l'université, former les jeunes générations sur les questions d'adaptation face au changement climatique. Nous avons effectivement quelques experts, mais nous devons généraliser ces formations, ces modules. Nous devons intégrer des modules au niveau du secteur de nos universités pour préparer donc les futures générations à maîtriser ce domaine et faire face à ce qui va venir, parce que bien sûr, il faut faire face et comprendre les phénomènes géographiques aussi. Nous avons donc une situation géographique qui nous permet aussi de comprendre ces phénomènes et donc bien les adopter pour mieux les comprendre, maîtriser, et les maîtriser. comprendre. Tout à fait. Voilà, donc aujourd'hui, vous savez, si vous avez une élévation de température qui dépasserait les 50 degrés dans une région, vous imaginez quels sont les impacts sur la santé. Donc aujourd'hui, nous devons préparer, par exemple, le secteur de la santé à faire face aux différentes vagues de chaleur qui vont venir avec l'évolution, malheureusement, de la température. C'est pourquoi vous disiez tout à l'heure, tous les ministères travaillent avec vous pour essayer donc de prévenir ces éventualités, bien entendu. Alors, le dossier climat fait partie donc des missions officielles de la ministre de l'Environnement, mais avec les secteurs concernés. Donc, aucun ministère ne peut lutter seul contre les impacts négatifs des changements climatiques. Donc là, il s'agit d'une stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques que nous sommes en train de mettre en place et de mettre en œuvre en concertation avec les départements ministériels concernés par la question. Tout à fait. Et nous vivons malheureusement des manques, des diminutions de précipitations depuis quelques années déjà. Si on devait faire l'historique de ces précipitations, vous voyez, on peut voir que ça a diminué d'année en année. Alors, bien sûr, je salue à l'occasion nos collègues de la météorologie avec lesquels nous sommes en train de travailler en étroite collaboration parce que nous avons aujourd'hui des rapports à remettre aux décideurs sur cette question, pour leur permettre de prendre les décisions qui s'imposent par rapport à cette question du climat. Et donc, je sais qu'il y a eu des simulations entre deux périodes très importantes, parce que, vous savez, l'objectif de l'accord de Paris est de maintenir la température du globe à l'horizon 2100 à 2 degrés, voire à 1,5 degré. C'est ça. Donc, nous avons déjà pris 1 degré depuis. Plus. Donc aujourd'hui, toutes les contributions des pays actuellement nous permettent, à cet horizon-là, de garder la température à 3 degrés, voire plus. Donc c'est pour ça que vous voyez le secrétaire général des Nations Unies à l'ouverture de la COP avec un discours alarmant pour dire attention, vos engagements, messieurs les décideurs, messieurs les chefs d'État, ne permettent pas
aujourd'hui d'atteindre l'objectif mondial de 1,5 degré. Donc nous vous appelons à faire plus d'ambition, plus d'engagement par rapport à la réduction de ces émissions-là. Voilà. C'est très important de pouvoir aujourd'hui défendre et faire donc des projets en faveur donc des changements climatiques, en faveur aussi des études, des étudiants qui travailleraient sur cela avec tous les secteurs, comme vous l'avez dit, confondus aussi. Bien sûr, il y a aujourd'hui des étudiants qui viennent vers nous et nous devons, l'État doit mettre beaucoup d'efforts sur la réalisation de ces études-là qui doivent nous permettre, qui permettraient à nos décideurs de prendre les décisions qui s'imposent par rapport à la réduction de la ressource des précipitations, par rapport au désert qui avance. Attention, ça a des impacts très forts sur les infrastructures de base du pays. Et donc, c'est des questions qu'il faut prendre aujourd'hui très au sérieux. Vous parlez d'ailleurs d'ambition climatique. D'ambition climatique. Et donc là, moi je dirais que c'est des questions aujourd'hui qu'il faut prendre très au sérieux à travers, bien sûr, la réalisation, l'investissement dans la réalisation des études qui nous permettraient de voir plus clair sur la question. Surtout, c'est-à-dire qu'il faut calculer aujourd'hui l'impact et mesurer les émissions qui sont émises par les activités, les activités économiques, humaines, etc., en fait. humaines, pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent par les différents ministres des secteurs. D'accord. Voilà. Et travailler sur une piste de coopération, là aussi vous avez parlé donc d'une piste de coopération qui serait importante aussi. Alors aujourd'hui, le ministère de l'Environnement est en train de réaliser et sur un projet d'importance nationale. Ce projet d'importance nationale est le suivant: nous sommes en train de répondre à une exigence de la Convention cadre sur les changements climatiques et notre engagement dans le cadre de l'accord de Paris. Nous sommes en train d'élaborer ce qu'on appelle, dans le langage de cette convention, la communication nationale sur les changements climatiques. Là, dans le cadre de cette communication, nous sommes en train de travailler sur 4 rapports. Donc le premier concerne l'inventaire national des gaz à effet de serre. Nous sommes en train d'élaborer l'inventaire national, c'est-à-dire nous allons dire à la communication nationale, voilà combien émet l'Algérie, voici la quantité de gaz à effet de serre qui est émise par l'Algérie jusqu'à 2021. Et nous sommes en train aussi de travailler dans le cadre de ce projet sur la vulnérabilité climatique du pays. Comment nous sommes vulnérables? Comment est-ce que nos ressources hydriques sont en train de baisser. Comment est-ce que notre agriculture est impactée? Comment est-ce que la santé de nos citoyens est impactée? Combien est-ce que le fonds public, le trésor public dépense dans l'intervention par rapport aux risques majeurs, par rapport aux inondations, par rapport aux feux de forêt, par rapport... Donc tout ça, c'est des rapports que nous sommes en train de préparer. Et pour avoir la donnée, nous sommes en train, le ministère de l'Environnement, en plus de ce projet de coopération, a investi sur le fonds propre de l'État dans la mise en place d'un système national d'inventaire des gaz à effet de serre, c'est-à-dire nous allons former l'ensemble des secteurs sur comment ils vont inventorier les émissions des gaz à effet de serre et comment ils vont s'adapter à ces questions-là. En tout cas, c'est très important et très intéressant de pouvoir débattre autour donc, de la question des changements climatiques et surtout voir qu'il y a beaucoup donc, de personnes qui y travaillent pour essayer de surveiller ces changements climatiques, bien entendu, dans les différents secteurs. Merci beaucoup, Madame Faiza. Juste une question, si vous permettez. Juste, je tiens à ajouter quelque chose. Aujourd'hui, vous avez un comité national climat qui est présidé par donc la ministre de l'Environnement, où vous avez 18 départements ministériels et les membres de ce comité national représentent les ministres concernés des départements ministériels. C'est un comité
qui tranche sous la présidence donc, de la ministre de l'Environnement sur toutes les questions du climat en Algérie. Très bien, en tout cas c'est très intéressant. Bravo pour tout ce que vous faites et puis bon courage surtout. Merci beaucoup. Continuez à surveiller notre climat et surtout notre Méditerranée. Merci à vous et à très très bientôt. On reste attentif à tout ce qui est question de l'environnement bien sûr dans notre émission Bonjour d'Algérie. D'ailleurs on va le voir tout de suite à travers donc, ce reportage. C'était lors de la journée donc, mondiale donc, des zones humides. Ouais. Notre journaliste y est intéressé, c'est Samira Hadjamar. Regardez, on se retrouve juste après. Iqnouin, Assamaq Samaq, Tifertin, 3 grands lacs formés grâce aux pluies diluviennes saisonnières dans la région des Tassili Nadjer. Transformés par le temps en véritable écosystème riche et dynamique, abritant une multitude d'espèces d'oiseaux et d'oiseaux migrateurs. Le site d'Issaoun est constitué essentiellement de 3 gueltas principales à Samak-Samak, s'étend sur une superficie de plus de 250 hectares, la zone de Tifertine sur plus de 140 hectares et Iqnouin sur plus de 70 hectares. Les services de la conservation des forêts mènent des opérations d'observation et de recensement des espèces aviphones et des oiseaux migrateurs. La wilaya d'Élysée représente un point de transition pour les oiseaux migrateurs. Nous avons pu y recenser plus de 45 espèces d'oiseaux migrateurs. Parce que cette région possède tous les atouts d'une destination touristique, la Direction régionale de la conservation des forêts s'active à son classement et inscription à la Convention de Ramsar. De ce fait, elle veille à la prise de conscience des citoyens sur l'importance de la conservation de ces zones humides. C'est une zone riche de toutes les ressources naturelles, l'eau, les arbres. Notre objectif est d'implanter la culture écologique ainsi que la protection et la conservation aux enfants. Nous encourageons ce genre d'initiative pour créer ce qu'on appelle le tourisme éco-responsable. Ceci permet aux agents de la protection civile d'intervenir facilement dans les bassins d'eau et les gueltas se trouvant à travers la wilaya. Nous avons été formés aux techniques de la plongée. Avec ses eaux calmes et la richesse de ses ressources naturelles, ces lacs constituent par excellence un pôle touristique et écologique. Un attrait touristique et écologique et surtout un équilibre très important pour notre climat, notre environnement. Nous allons parler sport pour la dernière ligne droite donc, de cette émission. On la termine avec Sid Ahmed Bouraïb qui est avec nous comme chaque mardi matin. Bonjour Sid Ahmed. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Alhamdoulilah, vous avez suivi le match, j'imagine. Comme la plupart. Moi je zappais comme ça et je regardais. Puis il n'y avait pas l'équipe nationale, mais il fallait quand même voir la fin donc, de la Coupe d'Afrique. C'est très important. C'était l'événement. Voilà, c'était l'événement. Alors, cette victoire méritée du Sénégal face à l'Égypte. Deux équipes fortes quand même. Hein. Oui, bien sûr. Le Sénégal qui est monté en puissance au fil des matchs. Alors, après un début un petit peu compliqué. Il y a eu aussi cette polémique pour le Sénégal qui a joué à 14 heures sur une pelouse vraiment très moyenne. On va dire très moyenne. C'est ce qui a été relevé à chaque fois par les équipes. Au fil des matchs, l'équipe a montré sa vraie valeur et ils sont arrivés en finale face à une équipe égyptienne qui est aussi à saluer, puisque c'était pas facile d'enchaîner 3 prolongations de suite et d'en ajouter une autre en finale. Ils étaient fatigués, ils étaient fatigués, éprouvés, mais ils en voulaient. Ils voulaient justement avoir cette Coupe d'Afrique et encore une fois ajouter un titre à leur nombreux titres. Et ça, en finale, donc on salue aussi être en finale, revenir lors de l'édition suivante et gagner le trophée. Voilà. Donc vraiment, et bravo à eux. Bravo à eux, tout à fait. Alors, les Sénégalais et les Égyptiens qui se rencontreront encore une fois en mars pour se disputer un ticket pour le mondial. Voilà, un ticket pour le mondial, tout à fait. Alors, la récompense, bien sûr. Alors, en marge de la cérémonie de remise du trophée, la CAF a récompensé les meilleurs joueurs, meilleurs gardiens et meilleurs buteurs. Donc, le trophée de meilleur joueur est revenu au Sénégalais Mané, bien sûr. Alors que son compatriote Mendy a remporté le trophée de meilleur gardien.
Et le Camerounais Aboubakar qui remporte le titre de meilleur buteur avec 8 buts. Wow. Donc vraiment, c'était... Bien sûr, bien mérité. Hein. Bien oui. mérité. Bravo à tous ces athlètes. Hein. Oui. Donc Ouais. 8 buts en 6 matchs, c'est vraiment... C'est extraordinaire. Oui. Voilà. On rappelle Belle que performance sportive. Le record, c'est 9 buts sur une CAN. Donc D'accord. il était à un but d'égaler le record. Ouais. Donc, ça sera peut-être la prochaine fois. Peut-être. Ben, on l'espère. Ouais. Et donc là, on va voir aussi un reportage. Ouais, on va écouter d'abord les déclarations des deux entraîneurs suite Très au bien. match. On y va. Ce fut long, ce fut difficile, par moments compliqué, mais on n'a jamais abandonné. Ce fut un match difficile aussi. On a eu notre temps fort tout au début de cette rencontre-là. On a eu ce penalty qu'on a loupé, mais on a eu d'autres opportunités aussi. Malheureusement, on n'a pas su les concrétiser. Après, le match s'est équilibré en deuxième période, mais les garçons n'ont jamais abandonné. Je crois que ça prouve vraiment le mental de cette génération. Nous sommes très contents. Nous dédions vraiment cette victoire au peuple sénégalais, vraiment au peuple sénégalais, parce que depuis les indépendances jusqu'à présent, on court derrière cette première étoile. Aujourd'hui, sur notre maillot, on aura une étoile nous aussi. Mais voilà. ببارك لمنتخب السنغال. كان ماتش صعب علينا، كلنا متأثرين أكيد بالخسارة، لكن احنا عملنا اللي علينا في الماتش وقدرنا نوصل بيه لأبعد الحدود. يعني هي دي كرة القدم، لازم حد يطلع منها كسبان وحد خسران. الحمد لله. Voilà, une belle joie avec l'entraîneur donc du Sénégal qui était donc ravi avec tous ces joueurs à la fin qui sont venus le saluer de leur façon, à leur façon. Ouais, on a vu que c'est vraiment une famille, hein, cette équipe. Ouais. Et c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir comme ça. Ben et oui. bravo à eux encore une fois. Alors là, c'est la joie. Hein. Ah, oui. La joie au Toute Sénégal, toute la nuit. Ils ont dansé, ils ont fait la fête. Ça nous rappelle aussi de bons souvenirs, nous autres, ici en Algérie. Voilà. Ouais. Nous avons vécu cette belle expérience, cette belle joie, nous aussi. Donc, Inch'Allah, on le souhaite encore une fois à notre équipe nationale et puis à tout le peuple algérien. Et au mois de mars, voilà. Avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors c'est vrai que on a vu le gardien de but aussi égyptien qui était quand même balèze et qui avait donc quand même réussi à éviter certains ballons, mais bon, pas tous, malheureusement. Malheureusement. Les tirs au but, c'est très difficile, hein, je trouve. Oui, c'est très difficile. Donc le gardien, c'est le deuxième gardien. Il a profité de la blessure du gardien titulaire. Oui. Et il a réussi son entrée dès les huitièmes de finale. Il a qualifié son équipe en huitième, en quart, en demi, donc bravo à lui. Oui. Et on l'a vu avec sa petite bouteille, il y avait les petites étiquettes. Les anti-sèches, on va voilà. dire. Donc vous m'avez dit, à chaque joueur, il savait de quel côté il allait tirer son pénalty. D'ailleurs, face au Sénégal, lors des deux premiers tirs, il a plongé du bon côté, mais malheureusement, il ne l'a pas attrapé. Mais face à la Côte d'Ivoire en huitième et face au Cameroun en demi, il en a sorti quelques-uns. Oui. Ça va, bravo. Ouais. En tout cas, c'était une belle finale. Bien que c'est vrai que gagner avec des pénaltys, c'est difficile, en tout cas pour l'équipe adverse. Ça fait toujours de la peine. Oui, bien sûr. La séance des tirs au but, c'est vraiment le dernier recours. Hein. Oui. Les deux équipes étaient fortes, mais il fallait départager. Il n'y avait qu'une coupe. Donc, voilà, il fallait avoir un gagnant et un perdant, bien entendu. Et c'est ça le jeu. C'est ça aujourd'hui, cette histoire à travers donc, cette Coupe d'Afrique, donner l'occasion à des athlètes de pouvoir aussi s'affronter sur un terrain. Bien sûr, on avait comme le Sénégal, il y avait des joueurs vraiment de niveau mondial. Hein. Oui. Même chez les Égyptiens, avec Mohamed Salah, il y avait de l'autre côté Mané. Il y avait aussi Mendy, le gardien de Chelsea. Donc vraiment, le football africain
Et c'est magnifique, en tout cas, belle victoire, bravo à eux. Encore une fois, on félicite le Sénégal et bien sûr toutes les équipes qui ont quand même tenu bon jusqu'à la fin, jusqu'à la finale, jusqu'à la demi-finale. C'est en tout cas des performances aussi sportives qu'on a toujours plaisir à voir. Le public est ravi de pouvoir aussi avoir un match comme ça de qualité. Merci beaucoup, Sid Ahmed. Merci à vous. Donc, on se retrouvera donc dès mardi prochain, Inch'Allah, pour d'autres performances sportives. On aurait parlé donc de cross, mais on n'a pas eu le temps. Mais en tout cas, rendez-vous pris la semaine prochaine. Inch'Allah. Voilà, bonne journée à vous. On est arrivé à la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente matinée. Puis merci à toute l'équipe.